Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et aujourd'hui c'est jeudi et vous le savez le jeudi c'est anthropologie donc nous reprenons le cours de nos émissions avec Niosere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. En troisième partie, pas d'Yves Boissé aujourd'hui puisque à 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Tout d'abord, nous nous rendrons à Margaillard au Gosier où les riverains ont bloqué la circulation pour dénoncer les coupures d'eau qui sévissent depuis 4 jours maintenant. Nombre d'établissements scolaires ont gardé porte close aujourd'hui à cause du mouvement des enseignants qui dénoncent la réforme des retraites et les 72 suppressions de postes dans l'académie. Et enfin, nous parlerons de cette nouvelle formation sur les sargasses pour effectivement les agents communaux qui s'occupent de la récolte et de l'épandage des algues brunes. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Rosan Deméa de l'association ACAGE qui a reçu 2 prix Maïf pour l'éducation. Ils seront en compagnie justement de Roche-Mercier qui est mandaté par la Maïf. Et malgré les pétitions et autres déclarations publiques, les radars tourelles sont toujours en cours de déploiement. Une dizaine de dispositifs sont déjà prêts à flasher. Et pour faire un petit rappel, il y en a donc un à Colin-Petit-Bourg, un à Bois-de-Rose, toujours à Petit-Bourg, un autre à Sainte-Marie, Capesterbello. On en a aussi un radar tourelle à Cayenne, Saint-François, mais aussi à l'Ermitage à Trois-Rivières, sur la N1 à Goyave, sur la N1 à Gourbert, sur la Nationale 4 au Gosier, et donc celui que vous voyez à l'antenne qui a été installé aujourd'hui sur la Nationale 1 aux Abîmes, non loin du CHU. Et l'année vient à peine de commencer que les mobilisations pour dénoncer les coupures d'eau s'organisent. Privés de la ressource depuis 4 jours à cause d'une panne de la station de Salines, les habitants de Margaillard au Gosier ont bloqué la route depuis hier soir. Ces derniers exigent que le liquide coule dans les robinets et que des bouteilles soient distribuées dans le quartier. Le reportage. Le barrage est toujours effectif et il y a un autre barrage qui s'est érigé au niveau de Bernard pour toujours la même cause. C'est l'eau qu'on n'a pas depuis plusieurs jours et que le nécessaire n'est pas fait. Et c'est parce qu'on a commencé à bloquer qu'ils commencent à faire le nécessaire. Ça veut dire qu'ils auraient pu faire le nécessaire avant. Et rien n'a été fait. Ils sont en train de parlementer et aussi à faire des travaux au pied de Salines pour réparer la pompe. C'est, on va dire les deux, user la population et politique. C'est pour un petit demi que c'est eux qui fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de temps à faire comme ça. Mais nous à Magaya, nous n'y marrons. C'est pour ça que nous double gentil là pour ça. Et nous péquons là que tout le temps nous parlons de satisfaction. C'est tout. On a coupé l'eau depuis dimanche, mais il y a une épidémie de gastro à Margaillard. Et moi j'ai 5 personnes chez moi. Depuis le premier, il y a la gastro 24 heures en 24 heures. Et comment peut-on vivre, et j'ai un petit garçon de 14 mois que je garde l'enfant de ma fille, comment peut-on vivre avec des enfants à la maison et avec des WC sales? Et même si on en fera l'eau aujourd'hui, nous pas qu'à débarrer. Parce que faut nous 3 bouteilles d'eau par personne. Parce que de l'eau là, pas potable. Par jour, par personne. C'est tout ce que j'avais à dire. Délinquants, nous, continuez à faire délinquants aux autres parce que même si ils ont fait délinquants, ils ont fait ça qui est bon aussi. Il faut nous admettre ça. Donc la situation aujourd'hui de manque d'eau sur le périmètre de Margaillard est due à un problème de pompe. Donc nous avons mis tout en œuvre pour mettre cette pompe aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, ça c'est l'ancienne pompe qui est en train qui va être acheminée. Et donc la situation de l'eau, ça va être rétabli progressivement à partir dans un petit moment et jusqu'à demain matin.
Le SIAG tient à s'excuser des gênes occasionnés par ces manques d'eau qui a duré 5 jours et nous faisons tout en sorte pour que la situation, on ne se retrouve pas dans une telle situation prochainement. Non, ils ont depuis les siècles de communiquer, qui a coupé le parce que c'est lundi, ils sont coupés là. Nous faisons mouvement là, ils sont capotés madame. Mais c'est lundi, ils sont coupés par les Twitter. Mais pour nous, c'est pas des images. Tout le monde est tranquille là. Et nous, nous, allons continuer à occuper de ces personnages là. Notre CCS, Centre communal d'action sociale, va commencer dans l'après-midi une distribution de packs d'eau à destination des publics dits fragiles. Voilà. Et le troisième point, c'est que aussi avec la communauté d'agglomération, puisque c'est le PCI en charge qui a la compétence de l'eau, il va y avoir une distribution de packs d'eau à destination de la population qui est concernée directement par ce problème du réservoir de Salines. Et suite à ce blocage, une distribution de bouteilles a été organisée par la ville directement chez les personnes listées par le Centre communal d'action sociale, mais aussi au local de l'association Madiana. Les barrages n'ont pas été levés pour autant puisque les riverains attendent la livraison du surpresseur qui permettra le retour de l'eau dans les robinets. Et de nombreux établissements scolaires ont gardé leurs portes closes aujourd'hui. Les syndicats enseignants ont répondu à l'appel du mouvement national contre la réforme des retraites. L'occasion de souligner les manques de moyens et les 72 suppressions de postes annoncées dans l'académie. Le reportage de Stanley Manicor. La réforme des retraites qui est proposée, c'est une réforme qui est absolument injuste, on l'a vu, qui va malheureusement faire perdre d'énormes sommes pour tous les enseignants que nous syndiquons. Et donc on demande au gouvernement de retirer ce projet. Et donc comme il semble ne pas comprendre et être sourd à nos demandes, eh bien, nous sommes encore une fois dans la mobilisation, avec une très forte mobilisation, on peut le dire aujourd'hui en Guadeloupe. À la FSU, le syndicat majoritaire, on a appelé à la grève, on a la moitié des établissements scolaires du second degré qui sont bloqués ce matin, on a 2/3 des enseignants qui sont en grève. Dans le premier degré, c'est à peu près les mêmes chiffres, donc on peut penser que oui, c'est une très forte mobilisation et que ça concerne effectivement tout le monde, puisque on a 2/3 de collègues qui se sont mis en grève aujourd'hui. Non seulement les conditions se dégradent, puisqu'il n'y a pas que la problématique des retraites qui se pose. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, vous avez des épidémies de rats, vous n'avez pas d'eau dans quasiment toutes les écoles de Guadeloupe. Et puis surtout, on voit bien qu'avec les suppressions de postes, nous aurons une dégradation effectivement de nos conditions de travail, puisque nous ne serons pas en capacité de prendre en charge les enfants, et notamment les enfants les plus en difficulté. Notre territoire est abandonné par le gouvernement concernant les suppressions de postes. C'est la jeunesse qu'on abandonne de manière totalement programmée. Et ça, c'est véritablement scandaleux, puisque contrairement à ce que dit le recteur, les effectifs ne baissent pas dans le second degré. Et malheureusement, on supprime plein de postes dans le premier et dans le second degré. Nous avons peu d'espoir de voir avec le nouveau système de retraite qu'on veut mettre en place, de voir effectivement la possibilité de vivre une retraite décente, puisque nos pensions vont diminuer et diminuer de façon très forte. Nous ne voulons pas de ce système à points parce qu'il réduit tout simplement en peau de chagrin nos pensions. Nous ne voulons pas de ce système parce qu'il va notamment mettre en grande difficulté les femmes et les personnes qui ont eu des carrières hachées. Et nous ne voulons pas de ce système tout simplement parce qu'il ne permet pas l'équité et surtout une forme de transparence dans ce que nous allons percevoir bientôt, puisque nous n'avons aucune possibilité avec les données actuelles de savoir avec quel niveau de pension nous partirons à la retraite. Oui, je pense que nous serons reçus. De toutes les façons, nous savons pertinemment que ce n'est pas au rectorat que les choses vont se mettre en place, mais il est important que l'ensemble des représentants du gouvernement sur la Guadeloupe puisse transmettre effectivement notre volonté à nous, organisations syndicales, mais surtout plus globalement notre volonté à tous nous, les fonctionnaires, de ne pas voir appliquer cette réforme. Et surtout, s'il y a effectivement une réforme à faire, c'est notre système par répartition qu'il faut améliorer pour permettre à ceux qui auront des petites pensions de voir ces petites pensions revalorisées. Et concernant cette nouvelle journée de mobilisation, le rectorat fait état d'un taux de participation de 18% des grévistes dans le premier degré et de 35% dans le second. Et syndicats qui annoncent d'ailleurs la poursuite du mouvement, notamment au lycée de Sainte-Anne, au collège du Moule de Petit-Bourg, mais aussi à Bois-Rada et au lycée Appel du 18 juin au Lamentin. Et la liste ne fait que s'allonger.
Et quand les établissements scolaires sont fermés, eh bien les parents d'élèves doivent trouver des solutions de garde pour leurs enfants. Un gros désagrément pour certains, mais chaque problème, une solution, y compris pour les professeurs qui eux aussi ont des enfants. Aller manifester en famille en est une, mais encore faut-il avoir un jour de libre, c'est vrai. Le reportage de Dylan Bégarin et Maxime Morel. Établissement, la plupart du temps, les enseignants déjà nous informent la veille ou l'avant-veille. Donc après, on s'organise entre parents en fonction des emplois du temps des uns des autres. Et puis quand on peut aider, on s'entraide entre nous. Et sinon, bon comme aujourd'hui, moi étant gréviste également, les enfants, les miens sont venus avec moi sur le piquet de grève. Tout problème a une solution. Je suis enseignante, d'accord ? Je comprends, j'accepte que certains collègues ne fassent pas grève. 5h45, moi j'étais sur le piquet de grève de mon établissement. Je suis rentrée, mon mari lui est parti prendre le relais dans son établissement. Je me suis occupée des enfants. Elles sont dans la même école, j'ai 2 filles. Il y en a une dont l'enseignante était gréviste, l'autre, l'enseignante, n'était pas gréviste. Celle qui avait cours, elle est allée en classe et l'autre, je l'ai déposée chez une de ses tantes. Et voilà, tout problème a une solution. Ce qu'on a pu faire, c'est que le parent qui pouvait s'organiser récupérait plusieurs enfants et restait la journée avec ses enfants. Et donc le repas y compris ou alors des activités. La dernière fois, ils ont même eu à faire une petite journée pêche. L'enseignante de ma fille étant en grève, elle a prévenu, elle a donné du travail depuis mardi. Donc les enfants ont du travail à préparer pour vendredi. Ma fille étant au CP, il y a pas mal de choses à voir. Il y a pas mal de révisions notamment. Donc ma fille, elle a travaillé déjà depuis hier et aujourd'hui elle va continuer. Et puis donc après, si c'est plus compliqué et qu'il n'y a pas d'autres solutions, on les amène sur le lieu du travail pour cette journée-là. Et puis bon, de toutes les manières, c'est une organisation qu'il faut trouver. Et je suis de toute manière solidaire aussi du mouvement et ce mouvement doit nous servir à nous et à eux aussi, la future génération qui sera vraiment la plus impactée par toutes ces réformes que nous sommes en train de subir en ce moment. Je suis venue sur le piquet de grève pour donner mon soutien en fait, puisque je participe à cette grève ma fille m'accompagne, mais cet après-midi, donc nous sommes de retour à la maison pour continuer à travailler et pour reprendre l'école demain. Parlons maintenant du prix Maïf pour l'éducation qui a pour objectif d'encourager et de faire émerger des initiatives répondant à certaines priorités sociétales, notamment auprès des enfants, vous l'aurez compris. À cet effet, je reçois Rosan Deméa qui est président de l'association ACAGE. Il est en compagnie de Merci Roche qui est mandataire du conseil d'administration de la Maïf. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, qu'est-ce que le prix Maïf pour l'éducation concrètement? Décrivez-le nous et pourquoi la Maïf, effectivement, un assureur, l'a-t-elle mise en place? Alors, le prix Maïf de l'éducation, le fonds Maïf de l'éducation, c'est un organisme mis en place par la Maïf depuis une dizaine d'années. Et il a pour objectif de financer des actions d'intérêt général qui favorisent l'accès à l'éducation pour tous. Et donc, on dit tous, c'est vraiment tous, du plus petit au plus grand. D'ailleurs, M. Deméa va nous en parler tout à l'heure. Et même les handicapés. Donc, quand une association a un bon projet dans ce sens, il répond à l'appel à projet de la Maïf, du fonds Maïf. Et donc, il concourt à... Comment ça se passe? Il y a 29 académies, dont 26 en France métropolitaine. Et 3 au Dom-Tom, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Et donc, ça fait 29 académies. Il y a le concours, le jury se réunit. Donc les 29 académies s'affrontent? Voilà, c'est ça. Non, c'est pas académie. Chaque académie organise son prix. Organise son prix, voilà, tout à fait. Et après les résultats, chaque académie, il y a un concours, ils vont concourir au niveau national. Tous les vainqueurs académiques concourent au niveau national.
Et au prix national, il y a le prix Edmond Proust. Edmond Proust, c'est un des membres fondateurs de la Maïf. Et donc, en l'occurrence, notre lauréat de cette année a eu le prix national Edmond Proust, représenté par M. Deméa. Quand même. Donc cette association ACAGE qui a reçu donc le prix académique de ce prix Maïf au niveau Guadeloupe-Martinique. Donc vous avez aussi remporté le prix national Edmond Proust. Déjà, pourquoi avez-vous participé à ce concours finalement? Oui, on a participé à ce concours parce que nous sommes très impliqués dans les actions environnementales. Nous menons une action depuis 3 ans. Nous nous impliquons dans les écoles. Nous intervenons dans les écoles dans le domaine des activités périscolaires, surtout dans le domaine de l'environnement, de la biodiversité et du jardinage. Et de là, récemment, l'an dernier, dans le cadre de la politique de la ville du Moule, nous avons mené une action consistant à sensibiliser la population de quartier au développement durable, à tous les enjeux du développement durable. Et là, on a, depuis mai 2019, le mois de mai 2019, mars même, on travaille avec une association, l'association Chauve-souris, dans un quartier du Moule, à Changlier 3, et on a mis en place un certain nombre d'actions autour du compostage. Compostage en milieu urbain, compostage collectif. Donc on a construit avec les habitants, avec la population du quartier, des composteurs. Et on en a construit 5, et notre objectif c'est d'en construire une vingtaine d'ici la fin de l'année. Et aussi, notre objectif également, c'est de mettre en place un jardin partagé. Donc ça, c'est une action initiale pour mettre en place le jardin partagé. Et puis après, nous avons un certain nombre d'actions que nous pensons aussi bien dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine aussi il y a une mare que nous devons aussi réhabiliter. On a toute une série d'actions. Voilà, toute une série d'actions à conduire dans le quartier. Voilà. Et c'est dans ce projet-là, on l'a présenté justement au Fonds Maïf pour l'éducation. Et comme M. Roche disait, on a eu le prix académique et enfin le prix national. Alors quel intérêt pour les associations finalement de remporter ce prix? On gagne quoi? Bonne question. Parce qu'en fait, au niveau académique, il gagne 1 500 €. Et au niveau national, il a gagné 5 000 €. Ah, quand même. Donc 6 500 € qui rentrent 3 000 pour l'association. 3 000 pour le second et 2 000 pour le troisième, au niveau national. Ah, quand même. Donc effectivement, une petite manne financière pour bien aider au développement du projet, quoi. Voilà, effectivement. Et ça nous permettra. Justement, ça a créé un certain engouement dans le secteur, dans le quartier, parce que lorsqu'ils ont appris qu'on a eu le prix, et tout de suite, on a davantage d'adhérents. Le quartier a 100 habitants. On voit plus d'intérêt finalement à composter et s'occuper de la nature. C'est très bien. Pour la nature, voilà. Et voilà, on sent quand même un dynamisme dans ce quartier. Et ça ne fait que nous encourager. Donc vous pensez que vous arriverez à terme sur ce projet, enfin qui sera bien en route, à partir de quand? Puisque vous avez plusieurs volets dans la réalisation de ce projet. Il a démarré. Déjà démarré? Il a démarré depuis mars. Et là, on est en train de construire des composteurs. Et justement, les habitants ont voulu aller plus loin. Ils ont créé un atelier bois. Ils construisent des jardinières à partir des matériaux de récupération. Et ils ont construit des bancs, etc. Bon, ça a quand même, comment dirais-je, ça a déclenché certaines compétences chez certaines personnes. Donc intérêt grandissant effectivement pour des méthodes qui sont un peu plus respectueuses de l'environnement. Et donc vous allez continuer à œuvrer toujours dans ce domaine. Voilà. Très bien. Et la Maïf va continuer justement à soutenir ce genre de projet. Alors justement, parce que c'est au mois de janvier, bientôt on fera l'appel à projet pour cette nouvelle année. Donc, c'est pas encore sorti, mais c'est bientôt. Au courant du mois de janvier? Courant du mois de janvier. Les gens peuvent aller sur le site www.fonds.maïf.fonds pour l'éducation collé.fr et ils pourront s'inscrire à l'appel à projet pour cette année.
En espérant qu'il y ait encore plus d'associations cette année qui se présentent, parce que bon... On avait bien... Alors, 17 associations qui ont répondu à l'appel, et parmi ces 17, on avait 14 éligibles en Guadeloupe, et en Martinique, ils en avaient 4 éligibles. Donc ça faisait 17 projets. Il y a quand même une grosse disparité entre les deux. Oui, en fait, si vous voulez, en fait, on peut faire, chaque académie peut faire son appel à projet, peut avoir son jury, sauf que s'ils ont moins de 5 appels, on regroupe dans une seule académie. D'accord. Cette année, c'était ici. L'année dernière, c'était en Martinique. Bon, ça dépend de nous. Si on a 15 projets, eux, ils ont 15 projets, chacun fera son jury. OK. Alors, j'arrive à ajouter une chose, par contre, c'est que cette année, pour le 10e anniversaire, on va faire concourir tous ceux qui ont le premier prix national, le prix Edmond Proust. Donc, il y aura, je ne sais pas exactement la date, mais ça aura lieu cette année. On nous l'a annoncé. C'est au mois de mars? Oui, parce que M. Desmarais a déjà reçu l'invitation pour participer au concours parmi les 10, sur les 10 dernières années. Très bien. Donc on espère revenir pour vous dire qu'on a gagné le prix encore. Et on le souhaite également. Plus la Guadeloupe remporte des prix et plus il y a de l'engouement justement pour ce genre d'opération, mieux c'est pour le bien-être de la population et un développement assez sain justement de notre île. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. Longue vie à ce prix Maïf. La Maïf d'ailleurs qui assure finalement beaucoup dans l'éducation nationale, qui est en remousse en ce moment, beaucoup. Et justement, on parlait de cette mobilisation avant de recevoir les invités. On retourne dans l'actu avec l'État qui a présenté les chiffres clés et on note que 69% des effectifs de l'État viennent du corps enseignant. 2,6 milliards, c'est le montant des dépenses réalisées en Guadeloupe, soit 0,6% du budget total de l'État français. 38,7% vont donc pour les dépenses de personnel, 26,4% représentent des avances aux collectivités ou encore on a 14% pour les pensions. Et si les investissements, eux, sont stables à 0,3%, et bien certaines enveloppes repartent faute de dossier complet. On fait le point avec le préfet Philippe Gustin. C'est une entreprise qui a investi et qui surtout fait fonctionner une bonne partie de la Guadeloupe, oui, parce que c'est 2,6 milliards d'euros de fonds d'État qui sont consacrés naturellement en bonne partie au salaire, ne serait-ce que sur des champs qui sont importants, l'éducation, la sécurité, la justice, auxquels il faut rajouter aussi plus d'1 milliard d'euros au titre de la santé. Alors, pas seulement investi, comment il fait fonctionner aussi ces services ici en Guadeloupe. Oui, c'est important. C'est une question d'abord de transparence. C'est une question aussi pour ceux qui payent des impôts, et ils sont quand même quelques-uns, de voir à quoi ces impôts sont utilisés. Et puis, c'est une question aussi de continuité pour moi. J'avais fait cet exercice l'année dernière sans aborder le champ de la santé. Nous avons cette année rajouté le champ de la santé pour être encore plus transparent et encore plus exhaustif. Et donc, c'est important d'avoir chaque année ce rendez-vous pour surtout montrer que l'État ne se désengage absolument pas en Guadeloupe. Ce qu'on doit retenir, c'est premièrement que l'État ne se désengage pas de la Guadeloupe, bien au contraire, puisque sur une période longue, 2014-2018, on voit bien les chiffres parlent et c'est une stabilité totale. Stabilité en masse budgétaire, 2,6 milliards, stabilité en nombre d'effectifs, puisque on est sur vraiment une stabilité totale sur les effectifs. Pour autant, il y a des ministères qui baissent, il y en a d'autres qui montent, et c'est les priorités gouvernementales, je les rappelle, la sécurité, la justice, l'éducation. Pour le champ de la santé, il faut comprendre que c'est toujours l'État, mais c'est une autre enveloppe. C'est l'enveloppe assurance maladie, au sens large du terme. Donc c'est pour ça qu'on le présente en deux parties. Le champ de la santé, en 2018, ça représentait 1/3 des dépenses globales de l'État, puisque nous étions à 1,123 milliard. Et encore, on n'a pas pris en compte les remboursements de soins de ville. Peut-être qu'en 2019, il faudra qu'on le fasse. Mais donc on voit la part
majeure et importante que représente le champ de la santé pour notre territoire, qui est très très importante. Évidemment, la moitié, ce sont les hôpitaux publics qui ont des budgets très importants et de l'investissement aussi très important, mais on a aussi bien sûr tout le champ du médico-social qui est très très important aussi, en lien avec le conseil départemental. Pour le coup, les dépenses sont partagées, une partie État, une partie conseil départemental, mais ce sont des sommes évidemment très très importantes. On aide énormément aussi sur le champ de l'investissement. Et puis, il y a une enveloppe qui est particulière, qui est à peu près de l'ordre de 47 millions d'euros à 50 millions d'euros, qui est complètement à la main de l'ARS pour les spécificités locales. Et vous avez pu entendre effectivement la présentation des chiffres clés aussi pour l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, qui devra nous expliquer effectivement comment se fait-il qu'il y ait des manques d'approvisionnement, notamment pour la morphine, ce qui a fait les gros titres, notamment dans la presse quotidienne, dans le France-Antilles. Et afin de faciliter la mise en œuvre du plan départemental Sargasses, la sous-préfecture organise une semaine de formation destinée aux référents communaux en charge des algues brunes lorsqu'elles échouent. Axée sur le partage d'expériences, cette formation englobe les volets prévision, échouement, information à la population, précaution d'usage, maîtrise des chantiers d'enlèvement et d'épandage, mais aussi pour l'aide au montage administratif des dossiers complexes. Le reportage de Charlie Dagonia. On a construit en fait avec la mission Sargasses et notamment Monsieur Willy Sey en fait un parcours de formation de 6 jours et demi pour les agents en tentant au maximum de cibler l'ensemble des volets en fait sur lesquels on estime que les agents ont besoin de monter en compétences. Les agents comme les collectivités, notamment les aspects techniques, mais aussi les aspects du coup administratifs et notamment par exemple comment récupérer des aides du type FEDER pour justement pouvoir acheter le matériel du coup utilisable en fait dans la lutte des sargasses. Cette formation permettra en fait à l'ensemble des référents élus en charge de la gestion du phénomène d'échouement d'algues sargasses sur les littoraux impactés par ces dernières d'acquérir des compétences, améliorer la prise en main de l'ensemble des outils qui ont été mis en place par les services de l'État depuis la recrudescence de ce phénomène à la mi-2018 et permettre à ces derniers d'avoir une action, encore plus efficace et beaucoup plus spécifique à la gestion locale de ce phénomène. Les premiers mots qui ont été adressés, en fait, c'est de remettre en fait une couche sur tout ce qui a déjà été fait, revoir les fondamentaux en ce qui concerne principalement la connaissance de l'algue en elle-même, les mesures sanitaires à prendre. Donc ça sera une présentation qui sera faite par l'ARS, la connaissance même de l'algue sera faite par la DIAL. Faire un point d'étape sur l'ensemble des techniques qui ont été connues depuis 2018, qui vont s'améliorer en 2020 suite à la conférence internationale de septembre 2019. La partie en fait financière sera abordée puisque on sait que la problématique des collectivités en Guadeloupe, c'est qu'elles n'ont pas de finances et celles qui sont impactées ont besoin du coup d'être accompagnées pour savoir monter en fait un dossier administratif de récupération d'aide pour pouvoir financer en fait le Sargator ou voilà les outils utilisés pour la lutte des sargasses. On a l'arrivée de sargasses qui vient arriver le 31 mois de décembre, ce qui fait qu'on a enlevé 90 tonnes de sargasses. Alors je pense que dans ce moment-là, ce qu'on voit et ce qu'on peut dire que cette formation-là qui se fait en ce moment, c'est pour sensibiliser plus en moyens, mais aussi en épandage. Et avant de se quitter, notez que nous sommes en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte et vent violent. L'Alizé souffle de plus en plus fort avec des rafales allant de 40 à 50 nœuds et dégrade progressivement l'état de la mer sur la côte atlantique et dans les canaux. Atteignant les 3 mètres ce soir, les creux seront de 3,50 mètres la nuit prochaine. La prudence est donc de mise. Et la qualité de l'air était mauvaise aujourd'hui à cause du passage de la brume de sable du Sahara avec un indice de 8 sur 10, donc l'air était quand même très mauvais. Mais bonne nouvelle, la qualité de l'air devrait nettement s'améliorer demain avec un indice de 4 prévu.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Le journal local revient demain à 18h30. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le jeudi anthropologie, je recevrai donc Nusere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Nous reprenons donc le cours de nos émissions, une bonne nouvelle en ce début d'année. Et avant la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Sonia Soso-Lolia, bonsoir à Axel Zétoile, également à Dominique Landry, bonsoir à Alice Beaugendre, à Patricia Châtenay-Rivaudet, bonsoir à Georges Méry, bonsoir à El Carino Valentino Cardona, bonsoir à Bijoua, bonsoir Tati Véronique, j'espère que tu vas bien, bonsoir à Sharona Doris, bonsoir à Fabien Nebo, toujours connecté Fabien et toujours très actif. N'hésitez pas à faire comme Fabien, commenter un maximum les actualités que nous diffusons. Bonsoir à Nicole, bonsoir à Adlo Le Touma, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Fluxidexi, comment vas-tu Yann? Laisse un petit bisou sur les réseaux. Bonsoir à Georges Messager, Yekrak, nous Espéricao, bien vous aussi. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à OPP Krabraïb et à Lune Turquoise. Bonsoir également. Et il y en a beaucoup effectivement ce soir de commentaires. Bonsoir à Pat Franco. Et ce sera tout pour ce soir. Et pour ce qui est de la morphine, effectivement, qui ferait défaut au CHU de Pointe-à-Pitre, effectivement, le CHU nous a envoyé un communiqué pour dire que cette information était erronée. Mais en tout cas, France Antille titrera encore aujourd'hui avec une patiente qui attend de se faire opérer depuis la fin décembre. Et défaut de plaque, eh bien, l'opération n'a pas eu lieu. Donc, il y a quand même des pénuries dans ce CHU de Pointe-à-Pitre. On se quitte pour une page de pub et on revient tout de suite après.